Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je voulais un tout petit passage tiré de l'ouvrage de Frédéric Vitoux, Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline. Mais avant, je vous lis deux petits commentaires. Un de Rémi Ferland et celui de Jean-Paul Coupal qui va me servir d'introduction à cette lecture. Et également, l'ouvrage en question de Frédéric Vitoux m'a été offert par Jean-Paul Coupal. Alors, je vous le montre à l'écran. Vous voyez? On me donne des livres de plus en plus maintenant. C'est assez incroyable. On juge que sans doute j'en ai pas assez avec mes 25 000 livres dans ma bibliothèque. Et la quête, comme vous l'avez entendu dans la vidéo d'hier, la quête du collectionneur, ne dit-on pas aussi qu'on entre en collection, comme on entre en religion? Alors, je suis un dévot. Alors, je vous lis deux petits commentaires avant, mais aussi, je tiens à vous remercier pour tous les mots que vous m'avez envoyés dernièrement. Je pense à Alexandre, qui vit dans les Cévennes. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai pas eu le temps de répondre à votre mot. J'ai eu une rentrée scolaire vraiment très occupée. Je pense à Hélène également, qui m'a envoyé un joli mot. Je vais te répondre, Hélène, dans les prochains jours. Je pense à Michel Bellil, qui a écrit un texte fantastique sur mon travail de libraire que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Je pense à François, qui m'a rendu visite également à ma librairie. Alors, je vous remercie tous. Je pense à Eliane aussi, qui m'a conseillé une revue que je ne connais pas, la revue Cassandre. Je vais me renseigner. Alors, franchement, je vous remercie tous de vos bons mots et de votre sollicitude à l'égard de votre humble serviteur. Alors, je vous lis tout de suite le passage de Rémi Ferland, qui m'a envoyé le 17 octobre. Bonjour Bruno, je t'ai manqué de peu à ta librairie lundi après-midi, semble-t-il. J'aurais dû te prévenir de cette visite, qui n'avait d'autre but que de te saluer et aussi de te montrer un exemplaire des travaux pratiques, par surcroît dédicacés par les deux auteurs, travaux pratiques écrits par José Yvon et Denis Vanier. Quelque chose de très rare en tout cas que je pense n'avoir jamais vu, mais je n'en suis pas sûr. Et c'est pour ça que j'avais demandé à Rémi de me montrer son exemplaire, dont lui, Rémi Ferland, a été l'éditeur pour les éditions 8. Ce sera pour une prochaine fois. Je compte retourner à Montréal en novembre. De mon côté, j'aimerais bien voir l'exemplaire de Bagatelle que tu possèdes et qui est dédicacé par Céline. Le responsable de l'édition des écrits polémiques, Régis Tetamandi, a vu ta vidéo sur les lettres de Denis et José avec intérêt et lui aussi est très curieux de connaître cette dédicace. Si tu acceptais, il pourrait la mentionner ou la reproduire dans le périodique L'Année Céline, dont il est un des membres de rédaction. Évidemment, j'accepte. Mais je la montrerai pas à l'écran, cette dédicace, pour que vous puissiez vous en réserver l'exclusivité, Régis et Rémi. Je ne connais pas Jean-Paul Coupal, mais il n'a pas lésiné dans son commentaire au sujet des écrits polémiques. Quel souffle! Je suis bien sensible à son appui. On peut encore garder espoir pour la liberté de pensée et d'expression. Au plaisir de te revoir et de converser. Amitié, Rémi. Ouais, sur ce dernier point, liberté de pensée et d'expression, si on n'utilise pas cette liberté d'expression et de pensée, eh bien, ça se peut qu'on la perde. Et nous sommes encerclés de partout par des gens qui veulent légiférer sur cette liberté d'expression. Le ministre canadien de l'immigration, Jason Kenney, veut un nouveau pouvoir discrétionnaire afin de décider qui peut entrer ou non au Canada et dans l'intérêt public. Et ici, ce qui est visé surtout, c'est les personnalités politiques, les intellectuels. Alors, je n'ai pas personnellement donné à ce ministre Jason Kenney
la possibilité de décider de ce qui est bon pour moi, du point de vue intellectuel. Un autre débat que j'ai eu dernièrement avec cet ami, Édouard Finn, que je n'hésite pas à nommer, Édouard Finn, je vais vous en parler d'ici peu d'Édouard Finn, qui a écrit 10 livres, au moins 10 livres, et que j'ai publié également quelques nouvelles dans la revue que j'anime avec Georges Raby, une revue qui connaît assez peu qui a connu assez peu de numéros. Et, j'ai lu l'année passée les mémoires inédites, ou enfin tiré à un très petit nombre d'exemplaires d'Édouard Finn. J'ai beaucoup aimé ces mémoires. J'adore ce genre-là, les mémoires, de toute façon. Alors, on avait un petit échange intellectuel sur la liberté d'expression, et lui, il se demandait s'il était à propos de la part de Charlie Hebdo d'avoir publié des caricatures s'en prenant à Mahomet. Ben, c'est ça aussi. Si on commence à avoir peur de déplaire à tel ou tel groupe, eh bien voilà, c'est comme ça que l'autocensure finit par s'intérioriser. Et on n'a plus besoin de police ou de ministre pour nous dire quoi lire, quoi penser. Donc la liberté d'expression, je vous dirais, c'est sacré. Et comme dit Raoul Vaneigem, rien n'est sacré, tout peut se dire. Alors après ça, on en débat. Ce n'est pas par l'interdiction qu'on va arriver à quoi que ce soit du point de vue intellectuel. Et quand à certains régimes arabes particulièrement corrompus, eux, ils ont intérêt à faire la promotion d'un islam obscurantiste afin de détourner l'attention de leur malversation. Alors, je vais vous lire immédiatement le commentaire de Jean-Paul Coupal, un excellent commentaire. Voilà beaucoup de bruit pour rien, comme si Céline, et le Céline sulfureux en particulier, étaient devenus une enchère entre éditeurs. Pourquoi faire une montagne de culpabilité avec des pamphlets qui circulent encore dans leurs éditions originales au Québec et dont le livre électronique s'est très tôt emparé? L'antisémitisme aujourd'hui n'a pas besoin de Hitler ni de Céline. Benjamin Netanyahou, à lui seul, suffit à irriter même certains philosémites assez instruits pour savoir l'origine commune, sémitique, des Hébreux et des Arabes. Ce qu'ignorait Hitler, qui cherchait constamment à s'allier le grand mufti de Jérusalem. L'antisémitisme haineux n'était qu'un échantillon des haines pathologiques collectives qui motivaient l'Occident entre 1860 et 1945. Haine du juif, mais haine tout aussi viscérale du sexe, les gays, mais les femmes aussi, par le puritanisme victorien. Haine du modernisme, Pie IX, de la démocratie, avec Maurras, haine de la liberté, avec Hitler, haine du communisme, par tous ceux-là réunis, haine des peuples colonisés en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, par les impérialistes, qui n'étaient pas tous des Kipling, et j'oserais même dire haine des enfants, que les gérontocraties autoritaires ou démocratiques faisaient avorter post-partum sur les champs de bataille de la Marne ou de Stalingrad. Haine partout. L'Occident, avec la Seconde Guerre de 30, 1914-1945, était une civilisation en proie à des guerres civiles constantes. États-Unis, Irlande, Espagne, France. Et les délires psychotiques de Céline n'en sont rien d'autre que l'expression. Haine qui perdait sa cible. On se rappelle à la fin les Chinois ricochant même parfois sur son pauvre Bébert. Le venin que nous crachent les pamphlets de Céline, c'est l'immense douleur d'un homme impuissant devant les souffrances des pauvres, l'impossible guérison d'une civilisation qui sombre dans la corruption et la lâcheté, où les gens se vendent et s'achètent
comme dans une foire à bestiaux. Avant Céline, il y a la jungle d'Upton-Saint-Clair. Bagatelle pour un massacre, ce sont les abattoirs de Chicago qui inspireront les crochets auxquels Hitler, après l'attentat manqué de l'été 1944, fit suspendre le corps de l'amiral Canaris. L'école des cadavres suppose en réaction le billot sur lequel on tranchera la tête de Sophie Scholl et de son frère et des autres étudiants révoltés de Nuremberg. Ouais, la rose blanche. Les beaux draps, c'est Munich et la lâcheté des démocrates, Chamberlain et Daladier, devant l'intimidation des bandits Hitler et Mussolini, et qui coûta tant de vies parmi les Tchèques, dont les deux sœurs de Franz Kafka. Aujourd'hui, les éditeurs français essaient de nous faire croire que l'Occident du 20e siècle a été le produit de la pensée juive, une pensée hébraïque devenue subitement démocratique, une pensée de la diaspora devenue miraculeusement celle de la nation à l'européenne, une pensée réactionnaire, repliée sur sa haine de soi, devenue soudainement une libération sexuelle, une pensée dominante à la fois en Occident et en Russie. Hannah Arendt elle-même doit s'en retourner dans sa tombe. L'agressivité du discours philosémite propagandiste reprend, en les inversant positivement, les thèmes négatifs des pamphlets de Céline. Brasillac et autres rebattaient. Voilà pourquoi, Monsieur Ferland, vous subiriez en France aujourd'hui le sort de Pauvert au temps du procès Sade, la justification de la veuve en sus. La conséquence politique de la réédition des pamphlets de Céline, c'est se rendre compte de l'ampleur et de l'importance de l'offensive philosémite d'une littérature de propagande aussi fausse en vérité, aussi fausse en vérité érudite que les accusations nauséeuses des antisémites du 20e siècle. Lorsque Netanyahou consacre Stephen Harper, grand démocrate, ce qu'il attend de lui et du Canada, l'aide militaire ou diplomatique survenant un conflit ouvert au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, par exemple. On voit les objectifs vicieux de ce philo-sémitisme idéologique. Le malheur est que nous n'avons plus le courage du docteur Ferron, qui, à un ami juif qu'il déclarait qu'il ne supporterait pas d'être recouvert du manteau des antisémites, maîtres d'œuvre d'Auschwitz ou de Buchenwald. Voilà pourquoi c'est au Québec qu'il revenait de publier une étude critique. Non par tradition antisémite. De grâce, ne me ressortez pas les niaiseries du chanoine Groux, mais parce que dégagés du syndrome de Vichy, les Québécois sont des francophones capables de regarder avec une certaine distance critique ce qui sert encore d'auto-intoxication des sanglots de l'homme blanc français. Ben voilà, je vous lirai pas Céline finalement, la vidéo est trop longue. En fait, je vais vous lire une phrase de Céline. On va conclure là-dessus. Deux petites phrases de Céline. Parvenu à un certain moment, plus rien ne compte que la rigolade et le cimetière, ou ce célèbre aphorisme du voyage. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Voilà qui est dit. Mes vidéos vous plaisent, Bruno Lalonde, ma page Facebook, vous pouvez la visiter, devenir un ami militant, me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 ou me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur. Merci beaucoup et bonne journée.